Il était un pays où tout le monde mangeait à sa faim et avait les moyens de sa subsistance. Son peuple avait connu son lot d'épreuves et de souffrances à travers les siècles, mais par son travail, il avait finalement réussi à construire une société fonctionnelle. C'était un petit pays, mais que le monde regardait avec beaucoup d'admiration, et dont le monde entier achetait les produits, réputés pour leur qualité. L'image de mon pays, répugnante de mauvais goût, renvoyée à des centaines de millions de citoyens du monde, est non seulement une honte qui me prend aux tripes, mais une opération psychologique préparée de longue date, d'un degré de cynisme jamais atteint. L'ambition désormais explicite de la caste mondialiste, aidée en cela par les idiots utiles, du gauchisme pathologique et du wokisme morbide, a atteint l'apogée de sa clarté. J'ai une très bonne idée. Aujourd'hui, on attaque la Russie. D'ailleurs, j'envoie un texto à Poutine tout de suite. Nique ta mère, Poutine. Voilà. Sans vouloir vous offenser, mon général, je crois que cette décision peut être lourde de conséquences. Staline prend une décision radicale et démesurée. Démonter, évacuer, réinstaller hors de portée des Allemands les industries de guerre. C'est un exploit et un mystère. Comment peut-on réussir en quelques mois à déménager des usines d'armement, des aciéries, des stocks de matières premières? Si on remonte en 1905, il y a eu le traumatisme de la Révolution de 1905, qui a été un vrai choc pour la Russie. Il y a le traumatisme de la Première Guerre mondiale, puis celui de la guerre civile, qui à bien des égards a été pire que la Première Guerre mondiale. Après la guerre civile, il y a une première famine, suivie d'une autre en 1932, conséquence de l'industrialisation, des politiques agricoles et de la modernisation totale imposée par Staline. Puis en 1937, le sang coule de nouveau avec la Grande Terreur. Alors, plus on accorde de poids au traumatisme d'avant-guerre, plus on relativise ceux de la Seconde Guerre mondiale. Il faut trouver une sorte d'équilibre. Bien sûr, la situation a été dramatique en 1945, mais elle l'était en raison de cette suite continue de chocs. On va la gagner, cette guerre? Ne vous inquiétez pas, nous allons la gagner. Nous avons déjà écrasé les Gilets jaunes. Ah, parce que les gilets jaunes, c'était les Russes? Non, pas tous, mais tous pilotés par la Russie, donc Poutine. Oh là là! Général, Ouais. les Russes, ils ont tué toute notre armée avec un missile sol-sol. Toute notre armée, Toute notre armée avec un missile sol-sol. avec un seul missile. Sol-sol. Les antivax écrasés, les agriculteurs écrasés, et bientôt nous allons écraser les Russes. Eh ben, Voilà ce qui se produirait si un missile Sarmat explosait à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Paris. Donc nous aurions un rayon de destruction des immeubles qui est quand même important, sur 27 km de rayon. Ça veut dire que sur 54 km de diamètre, il n'y aurait pratiquement plus d'immeubles qui seraient debout. Vous voyez, ils seraient tous en partie démolis. C'est quoi ça, la Russie là? C'est quoi ce pays là? C'est quoi cette armée? C'est tout ça là, Russie. Tout ça là? Tout ça là. Et nous, on est où, nous? Nous, c'est quoi? C'est là. Ça là? Qui c'est qui a dit d'attaquer les Russes? Mais un jour, des prédateurs venus d'ailleurs prirent, sans que les habitants ne s'en rendissent compte, le contrôle sur les moyens de produire toutes ces choses dont le pays avait besoin. Et ils utilisèrent leur position pour extraire toujours plus pour leur profit personnel, en emportant ces moyens à l'autre bout du monde et en remplaçant les habitants du pays par des esclaves d'ailleurs. Ainsi, le pays courut à sa ruine. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron est l'agent du chaos qui a en même temps orchestré la poursuite du chaos par le biais d'une solution qui n'est que ajouter à la confusion. Sur le fond, c'est Mitterrand en maître, mais Mitterrand, je suis persuadé, connaissait beaucoup mieux la France et avait certainement un amour de la France qu'Emmanuel Macron n'a jamais eu, ni de près, ni de loin. Ces gens-là,
tous ces soumis là que j'ai connus, je les connais tous, hein, et je connais tous leurs moments de bascule. Vous voyez, c'est du Balzac. Hein. Ils sont tous pourris de l'intérieur. Hein, c'est-à-dire, c'est comme ce que dit le Christ. Hein. C'est-à-dire qu'apparemment, ils sont bien toilettés, bien habillés, et de l'intérieur, ils puent la mort, le cadavre et la merde. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle, tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde. Les types se baladent avec leurs mensonges et qui sont de plus en plus affichés. Je veux dire, faut voir les derniers costumes de Brigitte Macron. Faut voir les derniers costumes de Brigitte Macron. C'est même pas un travesti, c'est-à-dire qu'elle est habillée en homme. C'est Jean Renato. Tu vois, dans la cage aux folles, c'est Macron Albin. En fait, dans la cage aux folles, Macron c'est Albin et elle c'est Ugo Tognazzi. Elle lui apprend à beurrer la biscotte. Comment vous pouvez être sûr que c'est un homme? C'est quoi vos sources? Attention, juste le mégenrage est puni par la loi aujourd'hui. Hein. Non. Donc, utilisez le pronom Yel, d'accord? Et puis vous continuez. Pourquoi est-ce que c'est tellement important cette affaire? C'est parce qu'en réalité, c'est Brigitte Macron qui dirige la France. Et ça n'est pas son mari, qui a été violé par elle alors qu'il était un jeune étudiant. La France est gouvernée par des pervers. Vous voyez qu'un lecteur a laissé un commentaire, c'est clairement un cas de chantage et de contrainte. C'est très important, parce que ça veut dire que le président de la France peut être manipulé. Et Kenneth Owens ajoute, oui, bien sûr, mais il a même été élevé pour une raison en particulier. C'est-à-dire qu'elle insinue, en l'occurrence, que le viol qu'Emmanuel Macron a subi a été planifié de sorte à obtenir un certain profil de président de la République. J'ai appris à vivre avec et à vivre les peines et du coup à aimer mieux, avec plus d'indulgence, de bienveillance et voilà. On a traversé cette période ensemble. Dès 2013, quand Emmanuel Macron se prépare à son aventure présidentielle dans le dos de François Hollande, en organisant des réunions, de multiples réunions à l'Élysée, avec des communicants de la place de Paris, parfois des grands patrons, des sondeurs, des leaders d'opinion, parfois même des journalistes. Ces réunions-là sont toutes organisées et présidées quasiment par Brigitte Macron elle-même. Quand Emmanuel Macron est ministre de l'économie de François Hollande à Bercy, une bonne partie des réunions de cabinet se fait en présence de Brigitte Macron. Quand Emmanuel Macron gagne en 2017 et devient président de la République, tant au moment de la campagne que ensuite à l'arrivée à l'Élysée, Brigitte Macron est également présente tant dans les réunions qu'au moment des déclarations officielles, notamment quand elles sont enregistrées. L'affaire du CD-ROM de Zandvoort, c'est des CD-ROM avec des fichiers pédopornographiques. Et à partir de ces CD-ROM, la police néerlandaise a fait un trombinoscope avec des captures d'écran, quoi, avec des visages d'enfants. Et donc vous avez des centaines de parents qui vont venir dans les locaux de l'Humanité pour regarder les fichiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la violence, il n'y a pas pire. Si vous voulez, vous êtes un parent et vous avez perdu votre enfant. Et vous allez dans les locaux d'un journal pour regarder des fichiers pédopornographiques pour voir s'il n'y a pas votre enfant. Eh bien, il y a 81 parents qui vont reconnaître leur enfant, et donc dans 81 cas, donc 81 parents qui reconnaissent leurs enfants, et dans 81 cas, c'est-à-dire dans tous les cas, la justice ou la police va leur dire il s'agit d'un sosie. Vous voyez, c'est pour vous dire, la preuve, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, en droit et sur des affaires de ce type. Et vous êtes face à des réseaux qui se savent en situation d'impunité totale. JP Morgan faisait partie d'un cercle de banquiers criminels qui voulaient créer le système de la réserve fédérale, la Fed, aux États-Unis. Lors du voyage inaugural de son luxueux paquebot Titanic, se trouvaient à bord des personnes très influentes et fortunées comme Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss et d'autres grands industriels et banquiers, mais surtout John Jacob Astor. Il était à l'époque l'un des hommes les plus fortunés du monde. Ce groupe influent voulait empêcher la Fed et ainsi contrecarrer les plans stratégiques mondiaux à long terme des oligarques financiers. Astor et son cercle devaient donc être éliminés discrètement. I want to really see something that said, take a look at what happened.
On a un sniper totalement, une espèce d'Asperger là, qui probablement a été MK Ultra manipulé en quelque sorte, qui est là aux yeux de tous. Certains spectateurs alertent le Secret Service qui ne réagit pas. Donc en fait on a une série d'improbabilités. Quand il y en a une ou deux ça va, mais quand il y en a 3 ou 4 ou 5 d'impossibilités, on est dans le miraculeux là, et moi je crois pas au miracle. On a cette photo extraordinaire, ces photos extraordinaires, et il y a un film récemment là qui analyse tout ça, qui montre que en fait le Secret Service n'a absolument pas fait son boulot, et que même à un moment ils se sont arrêtés pour que la photo soit bien cadrée. Lorsque JP Morgan a délibérément fait couler le Titanic, l'équipage du Titanic a violemment empêché le sauvetage des Astor et de leurs alliés. Avec sa mort en 1912, l'opposition à la création de la Fed a été balayée par le naufrage délibéré du Titanic. En prévision, JP Morgan a annulé à la dernière minute sa participation au voyage et n'est pas monté à bord du Titanic. Soit, effectivement, il est protégé par Dieu et il est surhumain, c'est un personnage surnaturel, soit c'est un gangster de la manipulation et de la fake news, quoi. Voilà, c'est l'un ou l'autre. On a du mal à être au milieu, quoi.